Bonjour, Benoît Paré, je suis président du Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie. C'est un site qui a été construit en 2004 et il y a un nouveau propriétaire depuis 2012. Moi, je travaille ici depuis les 6 dernières années à traiter près de 60 000 tonnes de matière organique par année. Le CTBM, c'est un acronyme qui signifie Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie. Donc, c'est un complexe de traitement de matière organique. C'est une station d'épuration d'eau usée forte charge. Donc, c'est un procédé physico-chimique conventionnel. On traite principalement des matières qui proviennent du secteur agroalimentaire. Donc, c'est de la digestion en type aérobie. Donc, on utilise des bactéries pour digérer la matière pour produire un engrais fertilisant. Le site avait été construit en 1999 par un cultivateur de la région. Donc, à l'époque, il y avait simplement 2 grosses fosses et un garage. Mais en 2004, le SNC a racheté les permis, donc les certificats d'autorisation pour exploiter une usine de traitement de matière. Et on a obtenu des permis pour traiter ici en moyenne 70 000 tonnes par année. Donc, en 2004, le SNC a investi près de 12 millions de dollars pour créer un complexe de traitement de matière organique. Donc, ça fait près de 14 ans qu'on est en affaires ici. Commençons à travailler avec du biologique. Donc, le biologique, c'est quelque chose qui n'est pas constant, qui n'est pas stable, ça a sa propre réaction. Donc, quand tu mélanges 2 biologiques ensemble, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Ça peut se mettre à mousser ou ça peut rien faire. Le biologique, ça fermente, surtout s'il est en présence de sucre. Quand il dit fermentation, bien, il dit fabrication de mousse. On a un réacteur biologique où est-ce que quand on reçoit trop de gras, on fait de la saponification. Donc, tu as toutes sortes de réactions très intéressantes. Donc, c'est vraiment un défi de tous les jours, la gestion du déchet. On parle de deux volets différents. Il y a une station d'épuration des eaux usées existantes. Donc, c'est ce qu'on appelle un procédé physico-chimique. On reçoit une matière qui est organique. On ne traite pas ici de déchets dangereux. Donc, ces matières-là sont sous forme liquide ou semi-liquide. Donc, on les reçoit par camion-citerne. Et ces camions-là déchargent dans des procédés de séparation, de traitement, de centrifugation. Donc, on va extraire la portion solide et on va la récupérer pour faire un engrais. Donc, souvent, la charge que contient ces matières-là, c'est soit des graisses, soit des sucres, soit des protéines, soit des alcools, par exemple. Donc, on va capturer la fraction solide dans un premier traitement et la partie qui est dissoute, comme par exemple un alcool contient des chaînes de carbone qu'on va dégrader et on va faire précipiter cette partie-là soluble sous forme solide pour pouvoir la récupérer également. Donc, c'est une chaîne de traitement en espèce de 2 phases qui nous permet d'épurer l'eau et cette eau-là, une fois épurée, retourne à la nature. Donc ça, c'est la station existante. La technologie qu'on installe ici derrière nous, c'est pour récupérer cette fraction solide-là. Donc aujourd'hui, c'est un engrais qui n'est pas hygiénisé. C'est une matière qui est très riche. Elle contient beaucoup de capacités agronomiques et énergétiques. Donc on va installer des infrastructures pour produire de l'énergie avec la même matière. On va également récupérer la fraction solide. On va l'hygiéniser et on va en faire un engrais biologique certifié. Au départ, ces matières-là étaient perdues dans l'environnement. Aujourd'hui, on en récupère le pouvoir énergétique et le pouvoir agronomique. Donc, c'est la deuxième phase du projet qu'on installe ici derrière nous. Le projet est en construction. C'est quand même une étape importante. On a pris près de 6 ans pour développer la technologie. Donc, l'obtention des accords avec les partenaires, la négociation financière, les choix technologiques, l'obtention de certificats d'autorisation. Donc, c'est des étapes qui sont derrière nous. On est en mode construction. Donc, présentement, ce qu'on voit à l'arrière, on a les fondations d'équipements de biométhanisation. Donc, c'est des réacteurs qui vont dégrader la matière pour la séparer en des produits gazeux et des produits solides. Donc, on va récupérer l'énergie. Et il y a également une usine de fabrication d'engrais, donc un bâtiment qui va recevoir des matières pour pouvoir les transformer et en récupérer la valeur énergétique et agronomique. Donc, c'est un investissement qui, globalement, est de près de 30 millions de dollars, qui est en cours de construction pour les 12 prochains mois. Et on prévoit la mise en service l'année prochaine, complète des procédés. Être entrepreneur, c'est une passion. Être entrepreneur, c'est des gens qui aiment les défis. Je pense que c'est une cause qui est noble, c'est une cause d'avenir.
On voit les tendances au niveau du marché nord-américain de valoriser des sous-produits. Donc, ce qui était un déchet à l'époque devient une source de valorisation énergétique au niveau des engrais, au niveau de l'énergie. Donc, je pense que le bagage que j'ai accumulé depuis de nombreuses années se met au service d'une cause d'avenir. Donc, je pense que c'est l'accomplissement d'une carrière intéressante quand on peut remettre au service d'une cause l'expérience qu'on a acquise avec une équipe quand même qui est très ici diversifiée, très compétente. Donc, c'est très stimulant de pouvoir participer à un projet novateur. C'est une vitrine technologique. Donc, c'est un défi personnel et professionnel qui est très important. J'ai un bac en chimie comme spécialisation. Mes principales fonctions sont la gestion day-to-day de l'usine, donc jour à jour, que ce soit l'acceptation des déchets, la codification des déchets. C'est moi aussi qui est en charge de chargé de projet de la construction de l'usine de biométhanisation. Donc, c'est moi qui fais l'interrelation entre les divers contracteurs lorsqu'ils viennent travailler sur notre site. Je réponds aussi à leurs besoins, à leurs problématiques qu'ils vont rencontrer avec les ingénieurs et tout le kit. De plus, comme je vous disais tantôt, c'est moi qui fais la codification des déchets, qui fait la gestion day-to-day avec les opérateurs. Si un déchet peut rentrer ou peut être accepté ou pas, si on en a trop d'une journée, les régulier vers l'extérieur de l'usine, vers d'autres usines qui peuvent accepter les déchets, etc. Ça fait 22 ans que je gère des déchets dangereux. Donc, j'avais une spécialité dans le déchet dangereux, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir l'emploi ici. C'est un très beau défi à relever, avec la construction de la biométhanisation, la biofarine, le fertilisant bio dans quelques années. Ça va être vraiment un très beau défi à relever. Tu aimes ce que tu fais? J'adore. J'espère que ça paraît. Il y a beaucoup de compétition sur des technologies alternatives parce qu'évidemment, les gouvernements investissent dans les nouvelles filières, que ce soit en Ontario où on subventionne la production à la ferme pour de la biométhanisation à raison de 16-17 sous le kilowattheure, que ce soit le gouvernement provincial qui finance beaucoup des projets municipaux à hauteur de grandes subventions pour favoriser la gestion des matières organiques. On compétitionne contre la valorisation agricole qui est beaucoup moins dispendieuse. Nous, ici, on transforme une matière. Le milieu agricole va simplement le valoriser au champ, donc sans les mêmes transformations. Donc, on peut aussi prendre des matières intéressantes pour la nourriture animale, donc des produits alimentaires déclassés sont donnés en nourriture animale. Donc, on imagine que c'est simplement une substitution de nourriture, alors qu'ici, on doit investir des millions de dollars pour valoriser la matière. Mais en même temps, quand on se spécialise, les produits à la sortie, les extrants, il y a une meilleure rentabilité. Quand on réussit, on a le savoir-faire pour pouvoir les transformer en produits de spécialité. Donc oui, il y a de la compétition, mais au même moment, on réussit quand même à aller chercher une niche qui est en croissance, donc une meilleure rentabilité quand on se spécialise. Mon but ici, dans le fond, c'est d'épurer toute la matière organique dans l'eau, dans nos boues, on en reçoit des intrants dans notre eau à traiter. Mon but principal, dans le fond, au CDBM, au commencement, ce que je fais, c'est que je m'occupe des centrifugeuses. Je vais chercher, dans le fond, des échantillons, que ce soit nos centrifugeuses, nos DAF, l'eau à l'émissaire, en fond, le liqueur mix de notre réacteur. Je fais par la suite les paramètres d'analyse pour respecter les normes de rejet. Dans le fond, j'optimise tout notre équipement, les DAF, le réacteur, l'oxygène, température, centrifugeuse. Je m'organise pour que tout soit vraiment optimum pour avoir une meilleure qualité possible. Par la suite, je vais vous montrer, dans le fond, sur le SCADA, les différents équipements. Vous avez ici, dans le fond, la salle de réception, où les truckers, dans le fond, ils viennent domper leur liquide dans un bassin de réception. Ce liquide-là est envoyé dans un bassin de stockage pour la centrifugeuse. Vous avez ici, dans la deuxième page, le dessin de 2 centrifugeuses. Le but principal des centrifugeuses, c'est de déshydrater le liquide, de soutirer le liquide des boues. La boue déshydratée tombe dans un convoyeur qui, par la suite, est envoyé dans des bennes, qui est envoyé dans un fond en valorisation.
Donc, le liquide qui sort des centrifugeuses, qu'on appelle un centra, est envoyé dans un bassin d'égalisation, qu'on appelle le bassin 22. Ce liquide-là est pompé dans un aéroflottateur, qui est notre traitement primaire. Le but de ça, c'est d'enlever une charge primaire. Dans le fond, la première charge, quand on est à forte charge, on va en enlever une partie. Les bouts retirés, dans le fond, du DAF primaire, est envoyé en tête de traitement pour être par la suite recentrifugé. Le liquide, qui a été épuré par un DAF qui est en fond un système de physico-chimique, est envoyé dans notre réacteur. Le rôle du réacteur, c'est qu'on envoie de l'oxygène pour nourrir les bactéries. Les bactéries vont oxyder la matière organique, qui est le phosphore, ammoniac, DCO. C'est comme ça, dans le fond, qu'on transforme notre matière organique en boue biologique, une biomasse. On va créer une biomasse dans notre réacteur. Par la suite, ce liquide-là qu'on appelle, dans le fond, la liqueur mix. La liqueur mix est envoyée dans un deuxième DAF secondaire. C'est le même principe que le premier DAF. Séparer les bouts de l'eau avec des systèmes physico-chimiques, un coagulant, un polymère. C'est le même principe, encore des racleurs. On envoie les bouts dans un bassin, le liquide dans un autre bassin. La boue, qui est rendue une boue biologique, est envoyée en tête de traitement, qui est elle aussi recentrifugée par les centrifugeuses. Le liquide est envoyé dans un RBS, qui est en fond un traitement biologique mais séquentiel. Ce liquide-là est vraiment épuré. On peut l'envoyer dans un bassin de stockage, un bassin qui va servir d'autres services pour l'usine au complet. Par la suite, ce liquide-là est envoyé à l'émissaire. Il faut constamment innover dans notre domaine parce qu'évidemment, on le sait au Québec, on a un défi de rétention de main-d'œuvre, donc la main-d'œuvre spécialisée est de plus en plus rare. Et on doit constamment offrir à nos gens des défis professionnels, des défis personnels. Donc en innovant, les gens sont stimulés par leur travail. Il y a des défis qu'on retrouve dans nos vies courantes aussi. On traite ici des matières de consommation de tous les jours, que ce soit des alcools périmés, des produits, des sous-produits d'abattoirs de porc et de volaille, des sous-produits laitiers. Donc ce qu'on consomme chez nous, il y en a une fraction qui se retrouve ici. Donc nos gens prennent connaissance de l'impact de leurs gestes dans l'environnement. Donc en innovant, on stimule notre personnel. Puis ça nous permet aussi d'avoir la rétention des meilleurs candidats potentiels dans notre domaine. Et à ce moment-là, on se démarque de travaux plus routiniers. Donc, à ce moment-là, on est dans un milieu compétitif, mais en innovant, je pense que c'est la fibre entrepreneuriale qu'on développe chez nos gens qui nous permet de continuer de rester en affaires. Les difficultés sont quotidiennes, c'est un casse-tête permanent. Je ne vais pas faire de thérapie ici, mais simplement mentionner qu'on vit dans un milieu très réglementé. Donc, que ce soit au niveau de la réglementation pour la gestion de nos matières, que ce soit au niveau des permis pour l'exploitation au niveau du territoire, les relations avec le voisinage, tous les contrats légaux, les contrats commerciaux, toutes les clauses financières nécessaires à exploiter un site. Donc, l'ensemble de la documentation nécessaire à l'exploitation d'un site comme celui-là, c'est un travail qui est presque permanent. Donc, pour pouvoir rester en affaires, il faut être alerte, il faut s'entourer d'experts. Il y a des frais, évidemment, mais le respect de la réglementation ici, c'est fondamental. Donc, quand on a de la traçabilité comme valeur d'entreprise, on investit dans nos infrastructures pour être certain de démontrer à nos clients que les matières sont gérées selon les normes. Et ça a une valeur supérieure que juste faire de l'élimination de matière. Donc, ça nous force à innover constamment pour rester à l'affût de toutes les réglementations nécessaires. Je déteste, je ne serais pas capable d'être un commis de bureau, assis derrière son bureau, faire la même chose tous les jours, étamper des documents, je ne serais pas capable. Moi, ce qui relève ma journée, c'est avoir quelque chose de différent qui se passe. Puis ce qui est le fun, c'est tous les jours, j'ai des nouveaux déchets qui apparaissent, qu'il faut que j'analyse, qu'il faut que je réfléchisse à l'effet que ça peut avoir dans notre process. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Etc.
OK. Ça, c'est vraiment notre process de A à Z, c'est-à-dire de l'entrée du process jusqu'à la toute fin, ce qu'on rejette à l'émissaire. Donc, l'entrée, c'est vraiment notre matériel qui est constitué à peu près de 3 à 4 de matière en suspension. C'est des bouts que nous recevons régulièrement. Et ces bouts-là sont passés à travers une centrifuge. Une centrifuge, c'est un appareil qui sépare les solides des liquides. Donc, on a le solide, la phase solide du matériel et on voit ici la séparation qui est le liquide. Le liquide est envoyé vers un bassin qu'on appelle le bassin d'égalisation. Ce bassin-là est passé à travers un autre DAF, un DAF. Le DAF, c'est une unité Dissolved Air Flotator. Le Dissolved Air Flotator, c'est un terme anglophone on pousse des microbulles dans le fond du bassin pour faire relever le solide, parce que lorsqu'on rajoute les chimiques, on sépare une autre fois les restants de solides des liquides. Avant d'envoyer le liquide, le solide est retourné à la tête de traitement. Le solide est envoyé vers la tête de traitement. On voit qu'il y a une très belle séparation. Et le liquide est envoyé vers nos bactéries. Les bactéries, le bioréacteur, c'est un peu comme un estomac d'être humain. Nous ingérons de la nourriture, nous dégageons de l'énergie, du CO2 en respirant de l'oxygène et nous éliminons des solides et liquides. Les bactéries, c'est le même process. Nous leur donnons de la bouffe, le restant de solide qu'il y a en base de carbone. Et ce carbone-là est digéré par les bactéries qui dégagent du CO2, de la chaleur et un solide. Le solide est repassé à travers un deuxième DAF. On avait le DAF le premier, le deuxième, qui est celui-là, qu'on voit c'est solide. Et le liquide est ensuite envoyé vers le RBS, donc le liquide qui sort du DAF vers un RBS, qui est un mini biologique, pour ensuite être rejeté aux normes, être rejeté à l'émissaire en respectant nos normes émises par le ministère de l'Environnement, nous sommes normaux au niveau des matières en suspension, par exemple, les phosphores, les nitrates, les nitrites, donc l'azote, et la DCO. C'est le carburant nécessaire. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de travail. Parce qu'évidemment, c'est un ensemble de défis. Quand on rentre le matin, on sait qu'on aura des défis qui sont très complexes, fait qu'on n'est pas déçu. On a toujours des défis à hauteur de nos attentes. C'est ça qui nous permet de rester stimulés. C'est de la formation continue. Quand on travaille avec des avocats, par exemple, il y a eu des périodes ici, on avait 5-6 avocats sur plusieurs dossiers. Le monde légal, c'est un monde qui est très particulier. Il faut apprendre le vocabulaire des avocats. Quand on travaille avec des financiers, c'est un vocabulaire complètement nouveau. On travaille dans le milieu de l'environnement, il y a tout plein d'acronymes qu'on ne connaît pas. On parle en jargon, donc il faut apprendre les acronymes de l'environnement. Après ça, on travaille dans d'autres domaines, c'est un nouveau vocabulaire. Donc, il y a beaucoup de réglementations et d'acronymes. C'est comme une école d'apprentissage en continu. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Je vous dirais, si on résume de façon très, très concrète, ces projets-là ne sont pas possibles sans un soutien financier d'un homme d'affaires qui s'appelle M. Serge Gendron. M. Gendron est le président du groupe AGF, donc spécialisé dans l'acier d'armature, une entreprise de plus de 3000 personnes, à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires. Et j'ai eu le privilège de connaître M. Gendron il y a une dizaine d'années. Et il a cru en moi, il a cru en l'équipe, il a cru au projet. C'est un peu pour lui un retour à la société en investissant, en se divertissant parce qu'évidemment, on comprend que gérer les matières organiques, on est loin de l'acier d'armature. Et c'est un privilège d'avoir travaillé avec ce monsieur-là parce que c'est une personne qui est évidemment dynamique, passionnée, mais en même temps qui prend des capitaux propres pour investir dans une technologie à risque, dans un marché en croissance. Donc évidemment, quand il y a un homme d'affaires qui est prospère, on a 1000 façons d'investir son argent. Donc le fait que il nous ait transmis une mission de développer dans un créneau en croissance, c'est un privilège. Donc si ce projet-là est possible aujourd'hui, c'est parce qu'un homme d'affaires recrue en l'équipe et au marché. Ces gens-là devraient être plus nombreux au Québec parce que c'est ce qui permet de réaliser des projets complexes au niveau technologique.